Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Puissance Park, le podcast. Qui va dans les parcs, littéralement. Et là, on est réellement dans un parc, mais on vous en dit plus dans quelques instants. Avec moi, le camarade Valentin. Bonjour, nous avons aussi Greg à la régie. Coucou Greg. Ah bah non, mais... Et comme vous l'aurez peut-être deviné, nous sommes aujourd'hui en direct. Enfin, en direct, vous le regardez sans différé, mais nous, on est là, on est vraiment live au PAL. Et on remercie toute l'équipe du PAL de nous accueillir aujourd'hui, parce qu'avec nous, nous avons Thibaut. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, bienvenue au PAL. Merci de nous accueillir. Et on est super content de te recevoir, déjà parce que tu nous as quand même fait faire un tour du propriétaire qui était vraiment sensationnel, passionnant, ultra geek, très détaillé. Un petit tour d'1 heure, petit. Oui. Bah c'est bien déjà parce qu'on connaît, oui, merci. On connaît les coulisses comme ça de Fjord Explorer, qui est la nouveauté 2024 du PAL. Que vous voyez bien derrière notre invité du jour. Alors je te propose Valentin qu'on attaque sur les chapeaux de roue. Bien sûr, avec notre petit pré-show habituel. Thibaut, t'es un peu fan de parc aussi ? Un petit peu. Un petit peu, c'est-à-dire quel niveau un petit peu ? T'as des crédits ? Alors, tu comptes aussi on mesure les crédits là ? Vas-y, dis-nous. Alors je suis pas loin de 300. Ok. Mais attention, moi je fais plutôt la qualité, je fais pas la quantité. Donc tu fais pas les butterfly ni les pommes. Je fais pas tous ces trucs-là. Très bien. Et je ne suis pas Coaster Coon, je suis plutôt Captain Coaster, mais après ça c'est des questions d'affinité. C'est très bien aussi, il faudrait que je m'inscrive dessus. D'ailleurs, coucou à nos copains de Coaster Worlds qui ont codé d'ailleurs tout ce système-là. Donc on va te poser une première question. Tout simplement, c'est quoi ton attraction préférée ? Alors, en attraction préférée, de tous mes voyages de parc, celle qui m'a le plus bluffé, c'est Rise of the Resistance. Je pense que c'est un peu normal. Bon, et après, en coaster préféré, il y a un truc qui m'a un jour, quand je suis parti en 2017 aux États-Unis, j'étais un peu fan de parc, mais pas trop. Je monte dans un truc, ça s'appelle Twisted Colossus. Je me dis, c'est quoi ce petit truc ? En fait, je connaissais absolument pas RMC. C'était au tout début. Je monte dans ce truc, c'est un petit coaster, ça fait 20 et quelques mètres. Et puis je suis ressorti en disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et du coup, en fait, pour moi, c'est un de mes préférés parce que c'est l'étincelle, le truc waouh, et que je me suis dit, en fait, c'est juste génial. Et voilà, donc ça c'est pour moi un de mes préférés. J'ai découvert RMC comme toi sur ce coaster là. Et c'est vrai que en fait Colossus, avant que ce soit Twisted Colossus, c'était le fameux. Moi j'ai connu Colossus avec les trains Philadelphian Coaster avec le Double Down. Je l'ai fait en 2012 et ensuite je l'ai refait du coup en 1987, 2015 puis 2019, bref. Et c'était le coaster de notre belle famille avant, qu'on voyait dans le générique. Le parking était caché par la mer. Contre les fantômes. Et celui un peu plus obscur. Mais celui de Bonjour les vacances également. D'accord. C'est quoi, c'est Lampoon National Lampoon's Vacation. D'accord, très bien, ok, je vois. Avec Chevy Chase. Absolument. Oui, et donc le RMC, c'est vrai que quand on le fait, on a toutes les secondes, on fait un waouh, on se fait soit éjecter, soit on se fait retourner, soit on croise l'autre train, c'est magnifique quoi. C'est vraiment c'est pour ça que je dis, doublé. C'est un de mes meilleurs coasters, mais c'est pas forcément le plus grand, le plus dans tous les superlatifs. Mais juste moi quand je l'ai fait, je suis ressenti en mode waouh, c'est exceptionnel et j'ai pris ma claque. Sans que ce soit le plus haut des RMC, le plus rapide des coasters du monde ou quoi que ce soit. Surtout avec le deuxième tour gratuit, tu vois, voilà, ça c'est vraiment agréable. Le petit début avec, les rails qui je me la pète un peu, mais j'ai déjà eu un vrai dueling en plus. Mais moi aussi. C'est vrai que c'est rare. Théoriquement, sur le papier, il est prévu pour fonctionner de cette façon. Les trains sont censés se synchroniser sur le lift, mais c'est vrai que c'est... c'est Six Flags, la gestion Six Flags qui est pas ouf, donc voilà. Six Flags. La gestion Six Flags, c'est un peu une oxymore, tu vois. Alors, je me doute que tu vas être tenté de dire le PAL, mais quel est ton home park ? C'est-à-dire que tu as peut-être pas grandi dans l'Allier, donc. Alors non, j'ai pas grandi dans l'Allier. J'ai grandi un peu partout en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest. Donc si j'avais deux parcs à dire officiellement, c'est Walibi Rhône-Alpes qui est le premier parc où je suis allé. Quand j'étais petit, je collectionnais, j'avais un grand dépliant qui était immense et que j'ai gardé pendant des années. Et c'était vraiment pour moi le premier truc où je l'ai usé, je l'ai poncé ce dépliant, je le regardais tous les jours, tout le temps. Et c'était un peu la graine de la passion, c'était pour moi ça. Et puis après, quand j'étais dans le Sud-Ouest, il y avait moins, c'était un peu moins fameux quoi, mais Walibi Sud-Ouest à l'époque, mais c'était pas fameux. C'est quoi Walibi Sud-Ouest ? C'est pas ce qui est devenu. C'est ce que est devenu Walligator Sud-Ouest. Ok. Voilà.
Voilà. Ouais, donc c'est que la compagnie des Alpes a dit bon, ça on va le laisser tomber et puis ça a été repris. Voilà, mais quoi. après, mon enfance n'était pas trop dans les parcs. Mes parents ne m'emmenaient pas vraiment dans les parcs. Et c'est plus tard que j'ai vraiment boosté ce truc-là. Et donc aujourd'hui, mon parc, c'est le PAL, puisque j'habite à 20 minutes d'ici. Ah bah oui, et puis bon, tu travailles. Voilà. Et quel est ton parc préféré? Donc pas nécessairement en France, hein, dans le monde entier, peu importe. Alors, j'aime pas trop dire préféré ou de ça, mais moi j'ai beaucoup aimé Animal Kingdom. Parce que y a cet esprit un peu attraction animaux et puis moi Que là-bas tu retrouves ici, c'est étonnant. Hein. c'est ça, je viens du milieu des attractions, enfin j'expliquerai un peu d'où je viens et pourquoi je suis arrivé ici, mais du coup j'ai développé un peu ce côté animalier aussi ici au PAL. Au début je connaissais pas grand chose aux animaux, aujourd'hui j'y connais un peu plus on va dire que pas grand chose, mais du coup là ça m'a permis d'avoir les deux trucs et puis c'est un PAL version x20 enfin c'est juste exceptionnel. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce parc et j'attendais rien de ce parc en disant et en fait si c'est la même chose, c'est une petite claque en mode tu ressors en disant mais c'était génial, c'est juste génial, les petits bateaux machin qui passent avec les tambours. Plus ce type de site hybride animalier attraction est quand même assez rare. Il y en a assez peu finalement. Surtout assez rare dans le sens où il est bien équilibré, c'est-à-dire que les enclos et les attractions ne se côtoient pas trop. C'est ça. Sauf qu'ici on le retrouve assez bien, mais c'est pas le cas pour tous les parcs, notamment Busch Gardens à Tampa, je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, où tu as le coaster au-dessus des enclos, enfin bon, il y a aussi ça à Six Flags Great Adventure, King Daka il est vraiment pas loin d'une zone avec des sauf animaux, c'est pas fou, au préalable le safari était vraiment séparé du parc d'attractions, c'est King Daka qui est un petit peu mordu sur le foncier quoi on va dire. Donc voilà, moi c'est vraiment le parc qui m'a le plus, où je suis ressorti le plus émerveillé en arrivant le matin en me disant ouais ça va être un parc classique et en fait en ressortant en me disant ouais c'était juste une super journée. C'est vraiment après pareil c'est pas là où il y a les plus gros coasters, les attractions les plus sensationnelles, les plus exceptionnelles, mais on ressort avec le smile et c'est l'essentiel. Tu as eu une vraie expérience différente du reste quoi. Et juste pour revenir sur la question en effet des coasters et des animaux, nous on a des attractions et des animaux, on a quand même une zone sur laquelle on est à la limite avec le Yukon Quad qui est juste à côté des loups. On a beaucoup de questions, on a beaucoup de nos visiteurs qui nous posent la question en disant mais les loups comment ça se passe ? Qu'on avait visité à l'époque, on avait fait le tour du soir dans le parc, qu'on avait dormi au Savannah Lodge. En fait déjà le coaster qu'on a des roues en polyuréthane, très silencieux. Et en fait les animaux c'est un peu comme des humains, ils ont une capacité d'adaptation assez importante et en fait alors oui le premier jour de la saison juste avant la saison quand on commence à faire les tests, les loups sont un petit peu interloqués en disant qu'est-ce qui se passe et puis oui c'est vrai c'est comme d'habitude en fait on risque rien et du coup ils dorment paisiblement. Et quand il y a des louveteaux et en fait ils copient les comportements des adultes. Donc en fait, ils regardent les adultes, ils disent ils ont pas l'air de flipper. Moi j'ai un peu peur, mais eux ils flippent pas. Voilà. Et du coup en fait, il y a aucun problème. C'est qu'une partie de l'enclos qui donne sur l'attraction qui est pas vraiment collée non plus. Tout à fait. Mais ils ont assez d'espace pour s'en éloigner sans problème. Et voilà, ils ont des zones refuge, ils ont des tanières et en fait voilà. Et puis il y a aucun souci sur ça. Il y a les éléphants qui entendent un petit peu, même chose pour eux, ça fait un peu de. Il y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Il n'y a pas de ce qu'on appelle la stéréotypie ou des comportements qu'on essaye d'éviter en parc zoologique. Ça n'apparaît pas et voilà, donc ça je tiens à rassurer tous les gens qui nous écoutent, en fait il n'y a pas de problème et ils sont suivis de toute façon et les soigneurs sont alertes là-dessus. Ouais, ça se voit, vous êtes assez à cœur sur, vous intéressez beaucoup au bien-être des animaux, on le sent de toute façon. Hein, donc fan d'animaux, fan d'attractions, fan de parc, mais est-ce qu'il y a cependant un type d'attraction ou une attraction que tu n'aimes pas du tout ? Alors type d'attraction, globalement tout ce que j'appelle les gerbotrons. Oui. Bienvenue au club. Moi, je n'aime pas trop. J'ai vécu une expérience dans un parc pas très loin d'ici qui elle est une heure d'ici, le parc des Combes, qui sont très friands de ce genre de trucs. C'est Canadair. Non. Alors non, ça c'est pour moi mon flat préféré. C'est pourtant, mais voilà, ça c'est mon flat préféré de tout ce que j'ai fait. Par contre, il y a l'heure dernier au Pegasus Odysseus, quelque chose comme ça. Et en fait, on a eu une panne technique au milieu, donc on a fait la moitié du tour. Le truc il est redescendu, il dit mais vous avez pas terminé le tour. J'ai dit non c'est bon, c'était trop peu. Il fallait 30 secondes de plus pour que moi ça c'est vraiment ce que je trouve que ça apporte pas grand chose dans un parc. Ça peut, mais c'est quand même un public très ciblé qui apporte pas grand chose. Plus adapté à des fêtes foraines on va dire. Ouais c'est ça. Après il y en a qui sont très bien comme typiquement Canadair. Pour moi est juste exceptionnel, mais comme c'est voulu, tu anticipes différemment alors que quand tu subis un peu, ça te fout tout de suite un peu plus la nausée. Et après en coaster, là j'ai quand même un champion. Un champion qui date de mes dernières vacances. Je suis parti en Norvège, j'ai fait Tusenfryd. Et le Thunder Coaster. Le Thunder Coaster, j'ai une photo de moi, alors je l'ai pas acheté mais j'aurais dû, où je suis accroché comme ça
au harnais du siège à côté en disant et je pensais ressortir avec une vertèbre en moins. Mais c'est quoi le Thunder Coaster? C'est la trilogie des Wooden Vekoma, puisqu'il ne reste plus que Loup-Garou à Walibi et Thunder Coaster. Le troisième était Robin Hood, qui a été RM6E. Transformé en Untamed. Pour moi, ça doit être 1 minute de souffrance du début à la fin en disant mais qu'est-ce qui va se passer après, à quel moment ça va s'arrêter. C'est vraiment ça. T'as déjà fait Bandit à Movie World, enfin Movie Park Germany, pardon. Non. Je pense que ça doit être du même acabit. Ça tremble tellement. Non, mais la seule différence, c'est que Bandit a même envie de descendre pour pousser les voitures par moment. Doucement avec les réjouissances quand même, pas trop vite, s'il vous plaît. Oui, il y a encore plein de choses à apprendre. Le monde est vaste, il y a des trucs à découvrir. Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître de façon plus régulière dans les parcs d'attractions en termes soit d'attractions ou alors spectacle ou autre? Alors, tu peux donner des exemples évidemment. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas du type d'attraction. Alors, les nébulas, non, ça c'est bon. Les nébulas, moi j'aime bien. C'est joli. C'est très bien. Le Nebula, c'est très bien, mais en termes d'opération, c'est des capacités et des rendements qui sont très faibles. Et en opération, c'est pas adapté. Même nous, on commence à être un peu trop gros pour avoir ce type d'attraction. D'accord. Donc non, c'est pas ça. Mais par contre, c'est plus typiquement et pour faire des intégrations un peu plus poussées comme on a pu le faire avec Fjord, avec de la synchronisation pour un petit parc comme nous, de dire la musique est synchronisée. On l'a vu hier, on était tous présents chez nos confrères de Walibi Rhône-Alpes. Même chose, il y a des bruits au lancement, toutes ces choses-là. Je trouve que ça fait monter des choses. C'est pas grand-chose à faire et ça fait monter un parc. Et ça fait de la qualité, ça apporte un peu plus de qualité. Donc ça c'est des choses qu'on aimerait bien voir plus en plus et on se force. C'est vrai que sur Fjord la thématisation est quand même très poussée et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'essayer, il y a effectivement une bande son qui n'est pas embarquée mais qui accompagne la montée des bateaux sur le lift. Et puis ça ajoute au même titre que Yukon Quad, tu as un son synchronisé au début sur Mahuka, ça ajoute un petit peu plus de fun et d'engouement en fait, ça fait monter l'anticipation aussi. Moi c'était le cas sur Top Thrill Dragster à l'époque où tu avais vraiment le vrombissement, les moteurs qui chauffaient, trembler limite le ride tellement les caissons de basse étaient violents et ça changeait vraiment toute l'expérience. King Daka à côté on s'ennuie limite, ça part sans prévenir, tant pis. Là, il y avait vraiment une touche en plus et c'est super de continuer là-dessus. Et donc là, on l'a fait sur Fjord, il y a le quad et puis il y a plein de petits parcs aussi qui commencent à y venir, à essayer de pousser même des files d'attente, des thématisations de files d'attente en disant ok, aujourd'hui si on fait quand on a les enquêtes de satisfaction, en fin de saison on reçoit un récap de tout ce que nos visiteurs nous ont répondu à l'enquête de satisfaction et souvent ce qui ressort c'est le temps d'attente. Et donc c'était nous une volonté de parc de dire ok maintenant il faut qu'on fasse sentir, il y aura toujours le même temps d'attente parce que 50 minutes ça reste 50 minutes, mais si c'est 50 minutes dans un environnement qui change, qui avance vite, avec des files d'attente peut-être plus étroites pour que ça avance un peu plus, et avec une thématisation intéressante, avec du son, avec des lumières, avec dans la file d'attente de Fjord, il y a des écrans derrière, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça qui fait que ça, c'est intéressant. C'est ça que j'aimerais voir pour que parc d'attraction ou parc à thème ne rime pas avec j'ai attendu pendant des heures. C'est parc attraction, parc à thème, j'ai attendu pendant des heures, mais ça s'est bien passé, c'était pas si long que ça. N'était pas en vain. Voilà. C'est ça. Alors, tu viens d'où, Thibaut? Avant d'arriver au PAL, qu'est-ce que tu faisais et quel a été ton parcours? Et d'ailleurs, pendant ton parcours, précise le moment où peut-être tu as eu ce déclic d'apprécier justement l'industrie des parcs. Alors, déjà à la base, moi je suis pas d'Allier. Je suis pas grandi ici, je connaissais personne avant d'arriver ici et c'est un peu un hasard. À la base, donc, moi j'ai fait une formation, un bac S, formation école d'ingénieur en 5 ans. Et pour l'anecdote, quand j'étais en école d'ingénieur, j'aimais pas tout ce qui était électricité. Ah, c'est con. Surtout quand tu passes dans un parc c'est après. Ça. Ouais. Alors j'aimais pas ça, j'étais par contre assez bon en automatisme et puis en méca, voilà un petit peu tout. Donc et puis une opportunité de stage m'a fait rentrer dans le milieu des machines spéciales, dans lequel là du coup l'élec et l'automatisme appliqués à des trucs que je comprenais, on collait des étiquettes sur des bouteilles de vin, des machines qui collent des étiquettes sur des bouteilles de vin. Et en fait, là j'ai compris l'élec, j'ai compris l'automatisme et du coup j'ai dit en fait garde cette double casquette, méca, projet, élec, autom. Et donc du coup je suis toujours resté dans ce milieu-là et la dernière expérience avant que j'arrive ici au PAL était dans le milieu de la logistique. Donc je concevais et je vendais des machines de tri de colis pour un grand client américain qui délivre des colis en 24 heures. Oui, je vois très bien qui c'est. Ça, c'était notre client. Et en fait, c'est la personne qui me paye aussi. En parallèle, si on fait des parallèles, une machine de tri de colis, c'est quoi? C'est des moteurs, des capteurs, un automate, de la mécanique, des rouleaux, un trieur automatique
il y a des roues en polyuréthane qui avancent sur un rail. Il y a quelques similarités. Donc ça, c'est pour le bagage technique. À côté de ça, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé tout ce qui était train, parc d'attractions, etc. Sans pouvoir vraiment vivre cette passion. Et puis en 2017, j'ai pu partir aux États-Unis à un moment de césure entre deux emplois. Puis là, j'ai découvert les Six Flags, Cedar Point, etc. Et j'ai dit, ouais, vas-y, fais. Oui, quand même, tu étais un persiste. minimum intéressé quand même pour connaître ces destinations-là. Ouais. J'ai pris mon pass. J'ai dit, organise ton voyage, pas par rapport au parc, mais s'il y a un parc, tu y vas. Là, j'ai dit, en fait, ok, il y a peut-être trop de choses que ma culture parc avant ça, c'était assez légère. C'était les parcs français, PortAventura. J'avais été une fois, non, j'avais même pas été à Europa Park. Et puis après, après ça, j'ai dit finalement, il y a quand même des choses assez intéressantes. Mais alors, excuse-moi, je t'interromps. Est-ce qu'il y a eu plus avant dans le temps quelque chose qui a fait un déclic, genre t'as découvert un parc un jour et t'as dit ouais c'est génial Pas avant, non. Pas avant Cedar Point. Par contre, il y a eu quand même la touche jeu vidéo RCT, ouais. RCT2, celui où tu peux faire quand même des décors. Oui, ou le 3 avec la vue embarquée. Non, alors 2, 3. Ouais. Et ça vraiment, mes parents quand je jouais des heures et des heures, parce que tu ne peux pas jouer 30 minutes à non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils trouvaient que c'était du temps inutile, alors que maintenant je leur dis mais regardez, je me formais à mon futur métier, tout simplement. Ça faisait de la gestion de parc, je concevais des Maintenant, attractions. J'y joue des thèmes. pour de vrai. C'est ça. Voilà. Ça c'est beau ça. Et C'est ouais. très très beau. La boucle est bouclée. Ouais. Et voilà, donc du coup après je suis rentré dans les milieux des forums, j'ai commencé à lire beaucoup de choses chez nos copains de Coasters World, à lire beaucoup les forums, qu'est-ce qui se passait, les coasters, les visites techniques lors des meetings. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai acquis un peu de culture parc. Et puis un jour, j'ai un copain à moi qui me dit, t'as vu, il cherche un directeur d'exploitation adjoint à Opal. Tu veux pas postuler, c'est pile poil ton profil. Je dis, attends, j'habite à Lyon, je venais d'acheter un appartement, je dis, je vais quand même pas aller en Allier, c'est quand même au milieu de nulle part, quoi. Déjà, je connaissais à peine l'Opal avant ça, voilà. Et puis, du coup, j'ai dit, vas-y, postule quand même, parce que je cochais beaucoup de cases, en tout cas, sur l'offre. Et puis, je suis venu ici, j'ai rencontré les équipes, j'ai dit, c'est quand même pas mal, l'ambiance est plutôt sympa, le produit qui est proposé est bien, c'est peut-être l'opportunité de ta vie. J'ai dit, ok, donc il y a eu match des deux côtés. Ils m'ont dit, ok, on veut bien venir. J'ai dit, bon, ok, je veux venir, mais d'abord, je viens observer. Donc, je suis venu d'abord un premier week-end. Avant d'accepter l'offre, de dire ok, je viens voir vraiment. J'avais déjà mon petit polo marron de responsable. Je suis venu voir un peu comment ça se passait. J'ai rencontré les équipes pour s'assurer parce que c'est quand même un gros changement. Et puis me voilà. C'est pas rien, hein, tu changes de taf, puis tu te lances dans une aventure dans laquelle tu as envie de t'investir parce que c'est un peu sur le moyen long terme ce genre de carrière dans les parcs. Tu as envie de voir se développer l'entreprise qui t'a accueilli déjà, qui te laisse ta chance. Et puis quand tu travailles dans le milieu des parcs, c'est pas un milieu où tu peux être vraiment à moitié. Tu es obligé quand même de t'investir beaucoup, ça nécessite beaucoup de temps en nombre d'heures, d'investissement dans les jours fériés, les week-ends, tout ça tu peux un peu faire une croix dessus. Avec l'avantage, c'est que tu as des repos en semaine. Donc on peut trouver. Là, je suis parti 3 jours faire des parcs en Espagne parce que j'ai pu caler 3 jours de repos. Parce que j'ai fait des week-ends. Tac. Voilà, donc c'est pas plus mal parce que tu arrives quand il y a moins de monde, justement. Oui, bien évidemment. Je ne vais jamais dans un parc au mois de juillet août. C'est pas je travaille en décalé aussi et c'est pas plus mal en fait. Et voilà, donc du coup, c'est un gros choix quand même de faire ça parce que voilà. Mais au final, je regrette absolument pas parce que il y a beaucoup de confiance ici et même si ça fait que 3 saisons que je travaille ici. En fait, on peut s'investir à fond et en fonction de la motivation de chacun. Moi, j'ai la confiance totale de mon patron et c'est juste génial, quoi. D'accord. On parlait justement, tu t'es formé à ta culture parc, c'est devenu un métier. Est-ce que tu penses que maintenant la culture parc a quelque chose qui est à peu près accepté en France ? Alors, j'ai une expérience un petit peu. Alors, moi, j'ai réussi par les expériences professionnelles, faisaient un bagage technique, hop, il y a la passion qui vient se rajouter là-dessus, hop, on arrive à rentrer dans le milieu. C'est pas très compliqué de rentrer dans le milieu. Par contre, il peut y avoir un peu des limites avec. Moi, j'ai le cas, je vais raconter l'histoire de Maxime, qui est un de mes stagiaires, que j'ai pris ici au PAL. Je l'ai embauché sur une seule raison, parce qu'il fait des maquettes de manège. Je savais absolument pas ce qu'il faisait à côté, juste parce qu'il fait des maquettes de manège, je l'ai embauché. Je l'ai pris en stage. D'accord, oui. Et en fait, c'était pas si simple que ça, parce que lui, il voulait venir, moi, je voulais le prendre, mais son école d'ingénieur considérait que faire un stage dans un parc d'attractions n'était pas un stage industriel, prestigieux, ou sérieux, en disant ok. Cependant, il a fait une AMDEC, analyse de mode de défaillance, comme on l'aurait fait sur une machine spéciale. En fait, c'est quoi une attraction ? C'est une machine comme une autre. Donc il a fait quelque chose d'industriel. Il a fallu batailler avec ses profs pour convaincre que l'industrie du loisir est une vraie industrie. C'est fou quand même. Oui. Une vraie industrie.
et que bah oui, il y a des débouchés. Certes, c'est une niche, il faut que chaque personne qui a envie de travailler dans le milieu soit convaincue que c'est une niche, qu'il n'y a pas 500 offres d'emploi tous les jours qui sortent dans le milieu des parcs, mais si tu fais ton travail et ta passion, bah, ça a beaucoup de valeur. Donc c'est une niche, mais il y a de l'industrie derrière, il y a des machines, il y a des normes de sécurité, il y a plein de choses. Et ben ok, encourage tes étudiants qui veulent aller dans cette petite niche, s'ils sont passionnés, ça, voilà, c'est des étudiants qui sont beaucoup plus intéressants et passionnés, qui ont l'étincelle dans les yeux. Ouais, bah Voilà, c'est bien de mélanger le pro ludique, je veux dire même l'industriel, c'est très très sérieux. Là, mêlé à l'industrie du loisir, qui est quand même quelque chose qui est en pleine expansion, c'est toujours intéressant d'en discuter avec des gens qui justement ne comprennent rien au milieu justement de l'ingénierie, etc. Ça te permet d'avoir des exemples concrets aussi sur certains aspects, sur certains fonctionnements, sur certains process aussi. C'est ça. Et après, moi, c'est pas l'automobile, c'est pas l'aéronautique. C'est sûr que c'est pas connu, mais ça te permet aussi. Alors, à l'aéronautique, vous bossez sur un avion, vous allez bosser sur le bout de l'aile. Ou une pièce, petite toute petite pièce. Ouais. Là, vous êtes dans un milieu déjà qui va permettre de bosser sur des projets complets. Vous travaillez chez un constructeur, vous travaillez sur l'attraction en elle-même, vous travaillez dans un parc, vous travaillez sur l'attraction et son intégration dans un milieu, à respecter des normes d'exploitation, des normes de... Voilà. Enfin, il y a tout aussi à faire. Voilà. Donc du coup, on a un petit peu, Maxime a finalement réussi à convaincre ses professeurs de venir en stage au PAL. Donc on a dû faire des magouilles, de dire je te prends 2 semaines sous ce format-là et 4 semaines sous une autre, tout ça, pour que ça rentre dans des cases d'enseignement pédagogique, pour qu'au final, ce soit un des meilleurs stagiaires que j'ai eu de ma carrière par rapport à sa qualité de prestation et de ce qu'il a sorti. Ouais. Et aujourd'hui, il a trouvé un stage chez un fabricant allemand qui fait des coasters bleus. Non. Oui, juste derrière toi, c'est un indice. Par exemple, il a trouvé un stage là-bas et voilà, je lui ai réussi à le mettre les pieds à l'étrier. Et maintenant, bah, ses profs, C'est beau. il a fait un super stage. Ses maquettes, il arrive à les présenter à l'école et ses profs disent en fait, il fait des mini centrales hydrauliques pour monter des vérins machin. Bah en fait, et maintenant, ça y est, ça commence à prendre. Mais c'est encore pas facile de convaincre des profs que bah oui, c'est une industrie comme une autre et qu'on peut faire des choses super bien, même si c'est du fun en fait. Ce qui dérange, c'est que c'est pas sérieux. L'objectif, le final n'est pas sérieux. C'est vrai qu'on n'imagine pas tout ce qui existe derrière le côté ludique. C'est ça. Non, mais pourtant les gens acceptent facilement que dans un spectacle, il y a une machinerie colossale pour faire fonctionner la scénographie. Donc pourquoi pas un parc, quoi. C'est ça qui est quand même étonnant et paradoxal. Alors après, attention, c'est pas tout n'est pas voilà. Mais j'ai quand même eu plusieurs expériences de gens qui avaient des réticences. C'est un métier, ça? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras Vous grand? faites quoi dans votre Ah, temps Déjà, là. on me dit, de toute façon, ton métier, c'est de faire des tours de manège. Oui. Alors je leur dis, bah oui, en partie. Non, Des c'est de fois. faire tourner déjà le manège. Voilà, c'est ça. C'est- Et puis comme je leur dis, des fois, oui, je dois faire un tour de Yukon Quad pour vérifier un bruit, pour voir comment il se comporte. Ça fait partie du métier. Mais il y a aussi plein de choses à côté et qui sont tout à fait sérieuses et bien sérieuses. Alors, on pourrait peut-être attaquer et parler de Fjord Explorer. Oui, parce qu'on parlait de coaster bleu, il se trouve qu'on a un gros derrière toi. Alors comment s'est passée un peu la genèse du projet du Fjord Explorer? C'était quoi le but à travers cette création? Proposer peut-être une nouvelle expérience visiteur, une nouvelle attraction aquatique aussi? Est-ce que ça manquait au parc? Ou alors est-ce que vous avez pioché l'idée chez un concurrent, Il n'y a pas de camarade? concurrence. Camarades, copains, Alors, confrères, Déjà, consoeurs. moi, oui. j'étais pas à la genèse du projet parce que le projet, il mature depuis 5-6 ans à peu près. Avec la première idée était de mettre un super splash. De chez Mac. De chez Mac. Donc, L'équivalent d'un Atlantica ou aussi à Plopsaland, celui qu'on Voilà, a là. c'est ça. Ouais. avec des gros bateaux, capacité 24 ou 36 personnes, quelque chose comme ça. Donc une grosse vague. Voilà. Peut-être un peu plus haut que Fjord, je pense. Ça doit être légèrement plus haut, peut-être 40 mètres, je sais pas. 35, 40. Ça, c'est un truc qui est un peu dans les petits papiers depuis un petit moment. Toujours Ils en sur parlent le thème 5-6 ans. nordique. Quand Ah même. non, ça on en parlera après. Ah, Ah. Donc ça c'était ce qui était dans le prévu et en gros sauf que vous mettez un Atlantica ici, bah, ça prend peut-être toute la zone ici. Une empreinte au sol assez énorme. Toute la zone ici et voilà. Donc entre temps il y a eu le Covid qui a un petit peu temporisé le projet, qui a dit bon ok pour l'instant on peut pas
on peut pas le faire maintenant. Moi, je suis arrivé en 2021, donc je suis post-Covid. Du coup, il y a eu un petit peu de temporisation du projet. Et entre-temps, il y a eu Niglo qui a sorti un water coaster. Et du coup, c'était peut-être un peu plus intéressant qu'un Super Splash au sens plus tordu. C'est un Super Splash, c'est globalement plat. Hein. De toute façon, il n'y a pas de courbe, il y a à peine des courbes. C'est un shoot de shoot un peu C'est ça. amélioré. Oui, Tu montes, tu fais un virage, tu descends et fini quoi. Ça fait ton ça. splash. Avec, pour ma part, personnellement, je trouve que les tables tournantes, ça n'apporte pas grand-chose. Ouais. La marche arrière, ouais, ok, mais c'est pas... Voilà. Donc du coup, voilà, Niglo a fait son water coaster. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu une inspiration. Oui, parce on était allé rencontrer Rodolphe à l'ouverture de Krampus et qui on croise avec Rodolphe Charles. Donc Charles Bennett. Bien sûr. Donc, voilà. En fait, on s'est dit beaucoup de gens disent vous faites voilà, il y a Niglo, le PAL, c'est les concurrents. En fait, il n'y a pas de concurrence. Charles et Rodolphe, en effet, sont très 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 copains. On échange tous les jours ou quasiment avec les équipes de Niglo. Et en fait, ok, il y a... Mais en soi, les visiteurs qui viennent au PAL, deux solutions. Soit c'est des passionnés de parcs, ou des gens qui font beaucoup de parcs, sans en parler de passionnés, ou des familles qui adorent les parcs. En fait, ils vont peut-être aller au PAL et à Niglo. Ouais, bien sûr. Et puis la plupart qui sont venus ici, ils vont pas forcément aller à Niglo. Donc en fait, c'est des expériences sont différentes. Il y a pas de. Et pour l'anecdote, la dernière fois que je suis allé à Nigloland, on mange dans un restaurant la veille au soir avec des gens qui venaient exprès à Nigloland. Ils disaient mais nous on habite en Saône-et-Loire et juste à côté de chez nous il y a un petit PAL. Ils parlaient avec des gens à côté. Il y a un petit parc qui s'appelle le PAL, vous devriez y aller. Donc en fait voilà, les gens bougent quoi qu'il arrive. Voilà, glou 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 glou. Voilà. Et en fait donc voilà, donc il y a eu cette petite inspiration et pourquoi de toute façon water coaster ou super splash ou shoot the shoot ou quoi que ce soit, dès qu'il y a de l'eau, c'est un élément, ça plaît. Les étés sont chauds. Surtout pour un parc qui est pas ouvert toute l'année ici. C'est ça. En fait, surtout de la haute saison. Je pense que si on avait une saison d'hiver, je pense que Fjord ne serait pas forcément ouvert, quoique on aurait peut-être des belles stalactites de glace, des belles. Ouais, ça serait dans le thème. Hein, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc l'idée c'est ça, c'est dès que c'est aquatique, ça fonctionne. Là, on y rajoute la petite côté sensation. Ok, c'est clairement super cadré. Et puis, ça reste accessible à la famille et c'est notre cible. Ce qui est important, alors si je reprends ma casquette de Thibaut, passionné de parc, tous mes potes me disent c'est quand que tu nous mets un RMC au PAL. Ok, j'adore les RMC. Mais en fait, est-ce que notre cible de clientèle, elle est prête à du RMC? Peut-être pas. Oui, peut-être, on sait pas. Tout le monde veut découvrir. On va lancer une rumeur. Non, mais c'est ça qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qui est adapté. Un water coaster, c'est adapté à la famille, aux grands, aux moins grands, les enfants à partir d'1m10. Ok. En fait, c'est super adapté. C'est surtout ça qui est important. Et ça, il y a de l'eau, ça plaît. Vous avez travaillé avec quel partenaire? Bon, on imagine bien qu'il y avait Mack Rides. On sait que vous aviez travaillé aussi avec Ball Move Nation sur Champy Follies et que justement Jérôme, qui fait partie de leur équipe, qui avait fait pas mal de petits détails sur Champy Follies, a apparemment réalisé certaines portions de la file d'attente. Et puis, n'hésite pas aussi à parler des autres partenaires parce que tu nous parlais justement des systèmes de filtrage de l'eau un peu plus axé naturel. Alors, en fait, l'ADN, quand on fait un projet Opal, alors déjà, on achète une attraction. On parlera tout à l'heure peut-être de la conception du parcours, on peut en parler maintenant. Mac a présenté à Arnaud un premier projet de water coaster où il n'y a pas à Londres ou à Paris, je ne sais plus à quel endroit c'était, dans quelle année c'était. Un premier projet qui n'était pas très loin de ce qu'on a derrière. Avec grosso modo l'emprise à peu près du parcours ici. Mais en fait, il y a eu 3 itérations, grosso modo, de parcours. C'était très rapide pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On n'a pas fait 50 Il n'y avait pas itérations. de demande particulière de la part du parc. On aimerait tel type de sensation dans le parcours. Non. Non. Clairement, juste la surface. Confiance au constructeur. Confiance au constructeur. Ils nous ont proposé cette forme-là à peu près. Après, ils ont dit en fait, à la base, il ne devait pas y avoir la dernière bosse un peu penchée sous le lift. Ça, c'était pas comme ça. Elle devait être plus basse. Donc les bateaux auraient dû passer plus vite. Finalement, ils disaient écoutez, en fait, en termes de normes d'effort, on peut pas passer. Donc on vous propose de faire ça. Ok, ça nous va. La seule question qu'on a pu leur poser, parce que c'est quand même malgré tout pas facile de se rendre compte, est-ce que ça va être bien? Eux, ils nous disent que oui. Au bout d'un moment, il y a la confiance aussi au constructeur de dire ok, on vous fait confiance. Ok, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Donc une fois qu'on a ça, on a le layout. Derrière, on prend cette attraction et puis on peut faire la poser sur un parking. Oui. Ce sera pas qui fait ça. Donc nous on a dit non, en plus on va l'intégrer. Donc là on fait travailler beaucoup d'entreprises locales. La quasi-totalité des entreprises qui ont travaillé
à la zone au global sont des entreprises qui sont dans un périmètre de 200 km autour du PAL. Donc ça, c'est vraiment la zone représente à peu près quelle surface Fjord fait 2000 m², ici on doit être à 3000, donc le total ça fait 5000 m². 3000, tu veux dire avec le plan d'eau dans lequel il y a déjà le towboat Mac aussi. On est à peu près sur ça, et puis quand on prend derrière, alors les chiffres, je vais pas donner des faux chiffres parce que si je me trompe après on va me dire oui tu t'es trompé. D'accord. Mais en tout cas c'est une grande zone, et donc voilà, donc on prend cette attraction. On a fait travailler notre cabinet d'architecture historique qui travaille avec le parc depuis des années, qui est la fabrique d'architecture, qui est basée à Moulins. Oui, juste à côté. C'est juste à côté. Voilà. Ouais. Eux ont décidé, donc ensuite il y a le thème qui est arrivé sur la Scandinavie. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à faire, c'est des façades, des belles façades, et puis on reste dans quelque chose d'assez brut. Au PAL, on est assez brut dans le sens où le Yukon Quad, c'est des trucs canadiens, des chalets, du bois, beaucoup d'arbres. Ok, c'est brut. En fait, ça colle plutôt bien. Là, on est sur de la façade colorée, bleue, verte, orange, etc., rouge. Ok, mais en fait, c'est assez brut. Donc, ça ajoute une destination à la fois dépaysante / exotique dans le sens où oui, c'est quand même assez chatoyant et vous pouvez relier aussi à un univers peut-être des variétés d'animaux. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce choix-là de Scandinavie. Après derrière, donc ça a commencé, le projet était dans 2 phases. D'abord l'archipel, qui est l'ancien lac des chercheurs d'or, qu'on a réduit. On a réduit le parcours de 12 minutes à 8 minutes pour pouvoir laisser la place un petit peu à Fjord. C'est pas plus mal, les gens s'en plaignent pas en fait, ils disent pas c'est trop lent. Et puis de toute façon, si on veut, on peut le rendre à 12 minutes, mais ça va être très très long. Ouais, non, là ce sera vraiment pas intéressant. Donc on a fait cette première partie, on a fait du coup, pour se rapprocher, avant le lac des chercheurs d'or, c'était plutôt conquête de l'Ouest, conquête de la rue vers l'or. Là, on est passé du coup sur la thème Scandinavie avec l'archipel finlandais, qui est le plus grand archipel du monde, donc avec le nombre d'îles. Donc du coup, on a dit on va créer des îles. Donc à la base, il y avait une seule île, maintenant il y en a 3. Avec une île en plus sur laquelle il y a des geysers, des petites évocations. C'était des vieilles fontaines d'ornement qui dataient à la base du Puy du Fou, qui ont été rachetées par le PAL. C'est toute une histoire. Et maintenant, elles se retrouvent en train de faire des geysers. Donc ça, c'est derrière nous. Ouais. Les fontaines qui étaient au Puy du Fou, qui sont ici à présent. Du Puy du Fou. Alors, j'ai quand même pas tout l'historique. Trop fort. Donc du coup, quand on a fait ça, on a le coaster. Derrière, la fabrique d'architecture a tracé des bâtiments. Au début, c'était des grands carrés, des grands rectangles. Là, on part un petit peu grossier. Et puis petit à petit, on a dit ce qui est sympa, c'est plein de petites maisons. Donc c'est pour ça que la file d'attente, elle est découpée en 3 petites maisons. Ok, toiture végétalisée, c'est quand même assez joli. Ça colle avec l'ADN du parc, de beaucoup de verdure, avec les espaces verts, avec des choses comme ça. Donc en fait, on arrive à peu près à tout relier. Pour les animaux, je suis en charge moi-même de l'élevage de goélands sur le parc. Bon. non, mais avoue que c'est pas facile à placer dans une conversation tout le temps, ça. Ouais. C'est sûr, surtout quand tu dis je suis ingénieur. Donc c'est pour ça. Alors là, je pense qu'on ne verra pas à la caméra, mais là-bas, on a un petit goéland. Il est super sage parce que ça fait 1 an et demi qu'il est là-bas, il bouge pas. Là, c'est un vrai. Des goélands statiques. Ouais, alors, il y a plusieurs de visiteurs qui pensent que c'est des vrais. Des fois, on arrive à leur faire croire, vous savez. On a failli croire aussi. C'est comme les crabes dans la file d'attente. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des goélands. Et d'ailleurs, on en a encore en réserve qu'il faut qu'on installe, histoire de faire un petit peu. Voilà. Donc du coup, le thème scandinave se collait bien. Donc on a décidé de faire ces petites maisons avec, on en a qui sont en toit en tuiles derrière nous. Ouais. Je sais pas si on le verra à la et caméra. En végétalisé aussi. Végétalisé, tôle, et puis sur le petit clochon à l'entrée, on a de l'ardoise. Donc ça nous plaît parce que c'est plein de petits trucs. Les variations de texture, de matière. Ouais. Sans que ce soit des fioritures dans tous les sens. On n'aime pas mettre plein de choses. Non, ça paraît limite réaliste et assez proche de la réalité sur place aussi, parce que ils ont une culture qui est aussi assez penchée. C'est pour ça que je suis allé en Norvège l'année dernière. Ouais. Ça doit être sympa quand même. Faut joindre l'utile à l'agréable. Bien sûr. Non, pas du tout. C'est pas du tout la réponse. D'accord. Non, sinon j'aurais ramené un Thunder Coaster ici, ça aurait été. Et donc du coup, après, une fois qu'on a ça, qu'on a les projets, derrière, c'est les entreprises locales qui vont le faire. Donc ça c'est pour la partie bâtiment, donc c'est vraiment des gens qui étaient du coin. Et puis tout à l'heure je racontais lors de la visite l'histoire de l'archipel avec la gare de l'archipel qui a été construite dans les je crois 92 de mémoire, l'attraction initiale. Elle a été démontée, la gare, elle était à la place de Fjord Explorer, de la gare de Fjord Explorer. Elle a été démontée, déplacée, stockée pendant tout l'hiver et replacée au mois de mars. Déplacée de 100 et quelques mètres à peu près. Oui, c'est ça. Oui. Et celui qui a déconstruit la gare et reconstruit la gare a fait ça sur une création de son père. D'accord, donc son père avait construit la gare initiale. Voilà, c'est ça. La filiation, quoi. Ouais, ça, c'est notre charpente. Remarque, il y a une certaine filiation aussi chez nos amis allemands. C'est vrai.
Et donc aujourd'hui, Jean-Yves, qui est notre charpentier préféré, qu'on appelle Tonton ici, hein, c'est familial, donc on a des petits surnoms, a reconstruit cette gare-là. Et puis là, sur Fjord Explorer, c'est son fils qui a réalisé une grosse partie des couvertures. Donc en fait, c'est de fil en aiguille. Donc voilà. Donc on s'est entouré de tout ça. Et puis après, pour tout ce qu'on a mis à l'intérieur de la gare, c'est là où j'ai dit, ok, faut qu'on aille chercher la vraie qualité de parc, de la vraie immersion, du détail. Donc j'ai dit, ok, il nous faut quoi ? Il nous faut une thématisation pour travailler sur ce qu'on a dit, temps d'attente, mieux penser, mieux, qui passe mieux. Donc on a fait appel à Bolmov et EyeOpener. Parce qu'on avait eu un bon feeling. Moi j'avais un très très bon feeling avec EyeOpener et Bolmov lors de la création de Champifolies. Avec EyeOpener qui a fait une autonomie dingue, ils sont arrivés, ils nous ont fait les trucs. Voilà, on va pas chercher des TS, des travaux supplémentaires, on va pas chiffrer un devis dès qu'on demande alors bien évidemment, on demande un petit coup de peinture en plus. Quand même, oui. Ça colle avec l'ADN de la façon de travailler de chez nous. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que ok, on te fait un truc en plus, tu nous fais un truc en moins, voilà. Et pas un contrat. Et typiquement, EyeOpener est venu nous voir en disant est-ce que vous voulez qu'on fasse un contrat cadre ? Bah non, chez nous on fait pas de contrat cadre, on fait pas de contrat qui parle de pénalités et autres. Voilà. Donc ça collait vraiment. Donc on a été les voir, ils nous ont fait un concept général, on leur a laissé libre cours. Moi j'ai juste donné comme objectif de pas de fantaisie. On veut des choses qui soient assez réalistes, qui se rapprochent de la réalité. Donc pas de fantaisie. Écrivez-nous une histoire autour de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire d'un marin qui adore les bateaux, mais en fait on le voit pas le marin. Non. On comprend pas tout ce qu'il fait là, mais on comprend un peu ses instruments. Il y a une impression quoi. Il y a une impression, mais on raconte pas une histoire. C'est du storytelling non linéaire. C'est ça. Comme si c'était habité. Comme si c'était habité. C'est sympa à voir. Alors moi j'ai fait. Il y a quand même un ou deux petits gags. Oui. Il y a un petit clin d'œil, par exemple, dans l'écran du radar. Donc ça, c'est les petits clins d'œil à Champifolies que Bolmov a rajouté dans l'écran radar et dans les écrans. T'as pas passé assez de temps dans la file d'attente. C'est que dans les écrans, donc il y a des fenêtres qui sont des écrans qui donnent l'impression de donner sur l'extérieur. Même écran avec une. Ah oui. Il y a des petits champis qui se descendent à un moment et qui repartent. Donc voilà, il y a des petits. C'est bien, c'est la petite synergie entre les attractions. Oui, je sais effectivement. Il y a dans la première salle de la file d'attente, il y a une découverte. Il y a des fenêtres et en fait derrière ces fenêtres, ce sont des écrans. Voilà, des écrans avec de la 3D la vue sur le phare. 3D 100% faite, donc c'est du 3D de type jeu vidéo qui a été faite par les mêmes personnes qui ont fait la 3D de Champifolies. D'accord. Voilà. Sur du Unreal. Ouais, c'est ça. Alors, je n'ai absolument aucune idée. Là, tu me parles trop geek. Oui. C'est moteur de jeu. Je pense que c'est ça. Tu peux modéliser, faire de l'animation. C'est ça. Donc, ils ont fait ça. On leur a laissé libre cours. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mouettes, il y a des bateaux, l'esprit est là. Et en fait, ça suffit. Et alors, moi, j'ai fait beaucoup de files d'attente dans ma longue carrière de passionné de parc. Et je me suis dit, ce qu'on propose là, j'avais l'impression que c'était un peu pauvre en fait. Je sais pas, je me suis dit, parce que peut-être que je trempais trop dans le projet, je me suis dit, quelque part, est-ce qu'on n'a pas mis trop bas le niveau ? En fait, les gens adorent. Oui. Les gens trouvent que c'est génial. Parce que je pense que j'ai vu trop de choses peut-être dans ma vie. Et en fait, donc t'avais peut-être une peur du vide. Une peur du vide, et en fait, c'est pas du tout. Les gens, finalement, on passe par plusieurs zones. Il y a la première partie, c'est le bureau. Donc là, il y a des récifs coralliens, il y a plein de choses. Il y a des instruments de navigation. Petites maquettes de bateaux. Oui. Attention, spoiler. Pour l'instant, ces maquettes, il y a un sextant dans la première boîte. Bientôt, il y aura une reproduction de notre bateau. D'accord. Mais pour l'instant, elle a du mal à venir parce qu'elle vient en naviguant, visiblement, on ne sait pas. Donc ça, à terme, on aura comme ça. Non, mais c'est assez équilibré pour l'avoir faite, justement, tout à l'heure. Il y a, ça paraît cohérent, c'est pas surchargé. C'est ça. À moins de rajouter des pré-shows. Je trouve ça bien. Mais ce qui n'est pas le cas ici, et c'était pas la volonté non plus. Non, c'est assez bien, surtout le point de vue sur la chute juste avant quasiment d'arriver en gare. Oui, et puis la deuxième partie de cette partie de la file d'attente, c'est qu'on a une sorte de pré-show vu on est en hauteur, on est en mezzanine par rapport à la gare d'embarquement. Ouais. Donc il y a déjà une cinétique naturelle qui se crée à ce moment-là. Mon conseil de visite pour tous les visiteurs, tous les gens qui ne sont pas encore venus voir Fjord, c'est n'allez pas voir tout de suite la zone, rentrez tout de suite dans la file d'attente. Oui. Vous enfoncez, vous arrivez par la place de la Gaîté ou par la place de Gaîté idéalement, comme ça vous voyez même pas le parcours. Le petit land français. Et ensuite vous rentrez dans la file d'attente et là vous allez découvrir l'histoire et à un moment vous avez cet effet waouh, vous descendez l'escalier et là vous voyez le splash. Il y a déjà cet effet waouh. Et puis en fait chaque salle après ça a un peu sa spécificité. On a le stockage dans lequel on a plein de goélands, des crabes, des instruments de pêche. On a le phare, qui est aussi un élément assez joli, assez visuel. On a une zone où c'est l'atelier, et puis une zone où c'est la salle des machines. Voilà, bon, c'est simple.
C'est ça le phare fonctionne. de Monsieur On. C'est le, oui, c'est Voilà, C'est un petit clin d'œil à un c'est le film petit français, clin d'œil. Donc ça, du moins c'est- un générique de fin de film français. Voilà, donc du coup on a fait ça et puis après moi j'ai voulu rajouter de la musique et j'ai dit bah ok il faut qu'on aille chercher du du Imascore et puis finalement le feeling est plus passé avec Audio Gazer. Bah, Oui. c'est Bah, des ce sont des anciens d'Imascore. d'Imascore quand même. Voilà, on Forcément. est très très bien, très bon feeling sur l'approche, voilà, avec qui on a pu échanger. Même chose, ça a été assez efficace, on n'a pas fait beaucoup de visio pour parler, on a fait 2-3 écoutes, 3 modifs. Franchement ça a été très très Et vite. concrètement, ça représente quoi en termes de minutes de musique créée pour l'attraction? Alors on a 15 minutes pour la file d'attente. Ouais. Avec le même thème, le thème de Fjord Explorer. On a ensuite 2 minutes dans la boucle canal, Mhm. donc là c'est une vraie boucle, hein. C'est-à-dire que nous c'est dans notre système informatique, c'est une vraie boucle, on n'entend pas le moment où ça Donc coupe. c'est-à-dire entre la sortie de gare et le lift. Voilà, il n'y a pas 2 minutes de parcours, mais la boucle fait 2 minutes. D'accord. D'accord. Et ensuite le lift qui fait 45 secondes au global, je crois, quelque chose comme ça. Oui, avec du bruitage, voilà, c'est vraiment ça. on accompagne la montée Et des le bateaux. petit jingle du démarrage du bateau. hein, Voilà, gare. et ça c'était ce que je voulais aussi, c'était qu'au démarrage il se passe quelque chose. Donc on avait imaginé de la fumée, ce genre de choses, finalement on est revenu à un truc plus simple. Un petit Donc, on show a de lumière. simplement, Un petit fait de voilà. lumière, ouais. Effet de lumière qui change, le truc qui accompagne le bateau au démarrage, c'est suffisant en fait. C'est suffisant. Oui, puis bon, c'est assez répétitif, donc faut pas que ce soit aliénant pour les employés C'est ça. qui sont sur Mais les place. opérateurs apprécient beaucoup la musique, elle est quand même de qualité. Voilà, donc j'ai poussé un peu pour qu'on ait de la qualité et je pense qu'ici ça se rejoint bien, ça marche bien. Et ensuite on a une boucle de 20 minutes dans la zone après où là on a alors on le met pas très très fort parce que les gens on aime bien quand même quand les zones sont quand même assez calmes. Mhm. Mais on a des bruits de bateau, donc de temps en temps il y a une grosse corne de brume, Oui, on l'entend de temps effectivement, en ouais. temps, on a des bruits de goélands, et puis pas de musique, c'est vraiment que des bruits de port, des bruits de marteaux, de bateaux qui rentrent, de vagues, de baleines, on a rajouté des baleines, et puis de temps en temps on a quelques notes de musique, et puis j'ai fait reprendre, j'ai dit non, vous me mettez le thème de Fjord Explorer dans la zone. Donc ça arrive une fois toutes les 20 minutes, vous avez 30 secondes de Fjord Explorer. Voilà, donc histoire d'avoir un peu une unité. sans Donc que ça, ce soit c'est agressif. ce qui est l'ambiance musicale de la gare de Fjord Explorer jusqu'au restaurant L'Archipel. Oui, ça. C'est Ouais. hors Fjord Explorer à sa bande son et tout le reste, toute la Ouais, zone, voilà. dès lors qu'on sort. File d'attente extérieure de Fjord, on est encore dans cette ambiance de port. Et ensuite, dès qu'on rentre dans le bâtiment, là, on est dans Fjord Explorer. Et tout le reste, c'est en effet dans toute la zone. C'est-à-dire Et pour autour du l'instant, carrousel, autour des autour points de du carrousel, restauration et l'Archipel. jusqu'à l'Archipel. Voilà. Et en plus, on a rajouté cette année la rivière du Grand Nord, qui était notre ancienne rivière canadienne, qui devient la rivière du Grand Nord parce que on va la rénover l'année prochaine. On a actuellement des toits en amiante qu'il va falloir qu'on enlève pour oui. changer, Ah, mettre ça c'est bien du coup, ça. Ça isole reprendre. bien, il paraît. Ce qui marche bien, façade de couleur, toiture végétale ou toiture tôle ou toiture brique, enfin toiture tuile. Et puis on va reprendre ça pour que en fait là-haut, plutôt qu'un bâtiment marron, on ait un bâtiment rouge Mhm. ou un bâtiment orange et qu'on ait une retouche là. Et pour avoir vraiment cette expérience à 360. Et puis là derrière, on a une petite cabane qui est grise. Et puis au fond là-bas, on a une autre cabane qui est grise. L'année prochaine, elle sera rouge ou autre parce qu'on va la rénover. Et là-bas, on aura une petite touche de jaune, de rouge ou de je sais pas. de Oui, quelle bon, couleur, ça en tout va cas. harmoniser Et en vrai d'avoir tout l'espace. vraiment quoi. ce truc en Ouais. disant, ok, je suis sur la passerelle, je fais un tour à 360 et voilà, j'imaginais même mettre là-bas des petites façades, des fausses façades pour avoir vraiment ce truc 360. On va laisser comme ça, mais voilà, donc c'est un peu l'idée. Tu parlais à l'instant du désamiantage donc des bâtiments plus anciens autour de la rivière canadienne. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers, des challenges particuliers d'un point de vue environnemental sur le chantier de Fjord Explorer? Alors, environnemental, oui. Alors, on a dû déboiser une zone pour permettre l'arrivée de Fjord Explorer. Cette zone-là, c'était une zone du parc qui était en bordure ici du lac. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a des obligations. Quand on enlève un hectare d'arbres, on a une obligation de replanter, selon certains critères qui sont donnés par l'État, un certain nombre d'hectares. Nous, on va aller au-delà. C'est-à-dire que l'État nous impose de faire 1 pour 1. Donc on enlève un hectare, on replante un hectare. Nous, on va faire 1 pour 3. D'accord. C'est sur le site même ou c'est dans un autre endroit? C'est dans un autre endroit où on va recréer une petite forêt. On voulait pas forcément le créer ici parce que ça peut, si c'est pour qu'on l'enlève dans Bah quelques si, années, oui, ça sert à bien rien. sûr, oui, C'est ça la sert à rien, chose. oui. Et deuxième chose, pour la biodiversité, c'est plus intéressant si c'est recréer un autre endroit. Donc là actuellement, on est en train d'étudier à quel endroit ce serait vraiment pertinent de le faire par rapport à tout ce qu'il y a autour. Et c'est nécessairement sur un terrain que vous possédez ou alors ça Pas se fait forcément. avec ça- des associations, Tu peux aussi des le faire comme ça, je organisations crois. qui gèrent? Mais en tout cas, nous, l'objectif pour l'instant, c'est de le faire sur des terrains qui sont à nous, mais à l'extérieur du parc. Ok, très bien. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, même si donc là, on a dû faire une grande zone malheureusement pour ça, avec des arbres qui étaient des beaux sujets, on a quand même essayé de pousser jusqu'au bout, puisqu'on avait un poteau du parcours qui était dans l'arbre, carrément, dans un arbre qui imposait oui. d'abattre un arbre magnifique. Et on a dit, ok, on essaye de changer. Donc j'ai demandé à Mac de modifier un poteau
pour que l'arbre soit sain et qu'on évite de mettre une fondation à son pied. Donc là, la fondation, elle est à 3-4 mètres, ce qui lui laisse un peu de répit. Sachant que les chênes, malgré tout, ils souffrent beaucoup de la sécheresse et donc on a quand même des arbres qui de toute façon dégrépissent un petit peu, qui ont un peu du mal avec la sécheresse. Donc voilà, on espère qu'on va le sauver. En tout cas, on a fait modifier le parcours, enfin pas le parcours, mais plutôt toute la partie pylône. Oui, les supports, oui. Voilà. D'accord. Donc ça, on essaye d'avoir cette approche. Et puis après, sur la gestion de l'eau, où aujourd'hui, on a créé par les fondations nous ont permis de créer une cuve. Cette cuve permet de récupérer des trop-pleins, des eaux de ruissellement, des eaux de pluie. On a des panneaux solaires sur les parkings qui sont à peut-être 1 km, je crois qu'il va être à peu près 1 km. Mais en fait, on récupère cette eau qu'on réinjecte dans une cuve qui nous permet de réalimenter Fjord, l'archipel, la rivière canadienne. Donc on essaie d'avoir aussi une gestion raisonnée de l'eau. Donc voilà, on essaie à chaque fois qu'il y a un projet d'avoir toujours une gestion comme ça. Et après, on a fait aussi sur Fjord une filtration naturelle. Chez nous, on n'aime pas trop les filtrations chlore, on a très peu. Donc c'est à partir de sable, c'est ça Alors il n'y a pas de sable, c'est de la pouzzolane. D'accord. Donc en fait, la filtration de Fjord, il n'y a pas une seule goutte de chlore. Et ce qui filtre l'eau, c'est on pompe l'eau, on la fait passer par des pompes. Ensuite, ça passe dans des filtres qui enlèvent les plus gros morceaux. Ces plus gros morceaux ensuite partent aux égouts. Mais ça, c'est pas beaucoup. Hein. Et ensuite, l'eau est redirigée dans de la pouzzolane de 3 granulométries, grosse, moyenne, petite. Elle remonte et ensuite elle ressort de cette lagune propre. En débordement, quand même. Par débordement. Ouais. Et ensuite, on a planté des plantes là. En fait, c'est pas de la décoration, c'est vraiment des plantes qui ont un rôle sur enlever des nitrates, enlever des composés D'accord. dans l'eau. Donc c'est la même chose. Ça évite ce qu'on retrouve aussi au Futuroscope avec pour les écologies. Les écologies, et puis Mission Bermude bientôt. Ça tout permet ça fait partie que d'un cursus. toute l'eau qu'on rejette n'a pas de chlore en fait, C'est tout ça. simplement. Et ça permet de la filtrer un maximum. Et ça colle avec l'image aussi qu'on veut donner du parc, qui est vraiment l'ADN du parc, et qui dit en fait ça serait déconnant d'avoir un système avec un bassin complètement bleu et type piscine. On préfère d'avoir cette intégration. Ok, le fond du bassin, il y a un peu d'algues, ça sent un petit peu, mais ok. Par contre, l'eau est 100% propre. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous communiquez aux visiteurs. Tout à fait. Ouais. Si on il y a plein de petits panneaux. Il y a plein de petits panneaux et on permettent explique. de s'informer là-dessus. Et voilà, il y en a des fois des gens qui nous disent en fait c'est sympa, on n'a pas l'impression d'être à la piscine quoi. Donc ça c'est voilà, on fait ça. Et donc là, ça actuellement Fjord Explorer est comme ça, Alligator Bay qui est le Splash Battle est comme ça et ça fonctionne très très bien. On a rajouté simplement des UV parce que là on a vraiment de la baignade, on a vraiment beaucoup d'eau qui est sur les visiteurs. Et là, le rafting va bientôt passer comme ça. On va le faire une filtration pour que... Donc la descente du Colorado, qui est le produit de chez Sokey. C'est ça. Ouais. Actuellement, on est traité chlore à cet endroit-là et on veut le passer en naturel. Ouais, donc en fait, toutes les contraintes écologiques apportées par cette nouvelle attraction, en fait, vous aviez déjà anticipé un peu le coup. Enfin, c'était pas vraiment des contraintes pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas découvert ça une fois que vous avez fait toutes les installations. Vous avez pensé ça en amont, en disant autant anticiper. Puis en plus, c'est dans votre credo, j'ai envie de dire. Pas la première lagune du parc. La rivière de l'hôtel Savannah est une lagune. Alligator Bay est une lagune. Les hippopotames est une lagune. La cascade des tigres est une lagune. Donc en fait, on est et le prestataire qui nous suit sur la création des lagunes, je vous avoue qu'il y a eu quelques prototypes chez nous de lagunes qui marchent plus ou moins bien. Et là, on arrive sur une lagune qui en fait c'est assez vite stabilisée. Au début, on se dit mais ça va jamais marcher, c'est très long. Finalement, aujourd'hui, on a une eau qui est très claire et qui va très bien, quoi. Ouais, ça se voit, c'est agréable de se promener dans la zone, quoi. Et puis la nature même du parc, l'essence du parc veut ça, quoi. On n'aime pas trop le béton, on n'aime pas trop les faux rochers, on n'aime pas trop tout ça, donc on essaie de rester sur... Là tout autour de nous, je voudrais bien compter le nombre de rochers qu'on a, mais c'est que des rochers qui ont été mis en place, c'est des vrais rochers. Dans la file d'attente extérieure de Fjord, il y a des énormes rochers qui font, je vais dire une connerie, mais c'est peut-être 8 ou 9 tonnes ou quelque chose comme ça, qui ont été commandés exprès, tout ça, donc on essaie d'avoir que du graphique, alors qu'on aurait pu tout à fait faire la même chose en faux rochers. En béton, oui. Mais c'est pas notre ADN. Donc on essaye de rester toujours pareil, brut. Sachant qu'il reste des faux rochers autour de l'ancien train, des choses comme ça, oui. Ouais. Ceux-là, pour l'instant, en fait, ils dénotent pas trop dans la zone. Et alors, ils ont pris leur patine naturelle. Ouais, c'est pas choquant, mais c'est vrai que l'usure va faire qu'à un moment, va falloir y penser. Peut-être qu'on va y penser. Et surtout dans votre démarche de t'aimer de plus en plus vos nouveautés, qu'elles soient petites ou grosses. Est-ce que c'est prévu de faire un peu un overhaul du parc, des décors un peu anciens, des quartiers un peu anciens, de peut-être pas forcément les moderniser, mais les rendre plus
détaillé, plus apte à vivre aussi dans le temps. Alors, on a une politique sur les attractions de rénovation. Là, de toute façon, il y a beaucoup d'attractions qui arrivent, on va dire pas en fin de vie parce que c'est faux, mais en obsolescence, on va dire, avec des automates qui vont être un petit peu obsolètes. Par exemple, là, on a le monorail qui date des années 80. Qui est un monorail socket, c'est Monorail ça socket Ouais. qui est en bout de course, lui, pour la peine, pour l'automatisme et puis aussi les véhicules, tout ça, ça commence Oui, un on petit peu à s'était se- Ouais, d'ailleurs ouais. posé la D'ailleurs, question ouais. de la thématique espace sur certaines des Pourquoi il y voitures. a des véhicules, d'un coup c'est des lions, c'est des fleurs, et puis à un moment, un cosmonaute et l'espace. Ça, c'est un peu l'héritage. Parce que ça vient d'où Ça venait d'un autre parc ou alors Ah non, Ah non, il a c'était toujours fait, été là. Enfin, il a toujours été là. Après, il a été rénové. oui. Il a été rénové deux fois déjà, je pense. Au début, c'était vous envoyez un monorail puis vous espérez qu'il revienne. Maintenant, Tant que s'il ça fait pas s'arrête. comme un Movieland Italie, c'est-à-dire tomber de 4 mètres, ça Non, va être non, pas c'est mal. pas ça. C'est plus, on sait pas. Et maintenant, Non, il y a c'est-à-dire quand même un que écran. l'original date de Marc Soquet. C'est ça. Voilà. D'accord. Depuis, les frères Chenavas Années ont repris, il y a une 70, petite hein. amélioration. Oui, jusqu'à la fin des années 80. Oh la vache. Donc là, maintenant, il a été rénové il y a quelques années. On a un écran et on voit la position déjà. Donc, si jamais ils sont arrêtés, on sait où ils sont arrêtés. C'est D'accord. déjà ça. Ouais. Oui, parce que là, par exemple, je vois juste derrière toi, là, devant la gare, on est quand même très très haut sur pattes. Oui, pour, là, on est à 12-13 mètres déjà. Ouais, c'est ça. ouais. C'est-à-dire que le parcours il est à telle hauteur, Ouais. et ensuite c'est le dénivelé du terrain qui fait que ça se trouve en hauteur. Quoi. Bah, voilà, Ça. oui. Il est à peu près plat. Il y a quelques petites montées descentes, mais c'est Mhm. c'est Ouais, léger. ça peut pas monter très très fort. Et quoi. donc pourquoi fraises et coquelicots, etc. Et cosmonaute, oui. J'en ai absolument aucune idée. En D'accord. tout cas, c'est un peu l'héritage. Et donc là, l'idée, c'est de. Donc on change tout, on l'abat, on enlève tout. Là, on ferme le 30 septembre, je crois, et le 1er octobre, on est avec la pince en train de le démonter. D'accord. Pour remonter un nouveau monorail socket, Mhm. 100% neuf. Puisque l'automate était obsolète, le rail était vieux de chez vieux et commençait vraiment à souffrir. Et puis voilà, les c'est véhicules tout étaient le- obsolètes. tous les on repart à mécanismes, Oui, voilà, et les maintenant arbres avec électriques. des assises, des conditions de ça. sécurité qui sont aux normes actuelles. Tout à fait. Et par contre, du coup, là, ok, la thématisation, ce sera sur des nacelles de montgolfière, donc on est sur quelque chose de plus uniforme, Est-ce que vous qui en- passe partout, parce qu'une montgolfière, ça peut passer partout. Et Bah est-ce oui. que vous envisagez aussi d'intégrer un système peut-être audio ou Non. embarqué pour accompagner les visiteurs? Pas du tout. On pourrait, on a tout pour le faire, mais clairement. Mais est-ce que ce serait pas imposer quelque chose aux visiteurs dans Voilà, un moment où ils en peuvent fait, juste se c'est relaxer ça. et profiter de la vue? C'est pour ça que Ouais. là, à l'archipel, pardon, Mm. on aurait pu mettre la musique de Fjord, mais non. Là, on a des bruits de Ambiant, des l'eau, bruits ambiants, les tout ça, en fontaines, fait, ça etc., suffit. le Quoi. Donc, splash. pareil sur un monorail, c'est bien de juste se balader. Ouais. Donc là, on va avoir déjà, ok, on va enlever ces cosmonautes qui passent en effet. Et donc là, on va être sur quelque chose de plus, pareil, brut. C'est de l'osier. Mhm. Alors, du faux osier, hein. Mais c'est de l'osier, c'est très. Voilà, on passe sur ça. C'est vintage. Derrière, les autres zones, en fait, des zones vraiment anciennes, il y en a plus tant que ça. Oui, parce que la place de la Gaîté, par exemple, elle a été refaite. Elle a été oui, rafraîchie, c'est ça, mais oui, oui. celle-là, il faut que ça reste encore. C'est pareil, il y a beaucoup aussi d'affect avec les gens Elle est sur le historique, PAL. puisque Elle est c'est le historique, on peut fondateur pas- on du peut pas zoo enlever, qui c'est l'avait ça. créé. Donc oui, ça, c'est on va la garder. ouais, ouais. Pareil, voilà, il y a des petites modernisations, on a pas mal de questions. Donc l'idée, c'est ça, c'est de garder toujours le même niveau. Donc les nouveautés, on les fait bien. Et ensuite, toutes les rénovations, on les fait sur la thématisation, mais aussi sur les aspects techniques. Moi, alors, j'ai envie de rénover le tigre de Sibérie pour diverses raisons. Ah. On peut pas enlever le tigre de Sibérie, Bah c'est non, parce impossible. qu'il est Impossible. totalement soudé, donc. Alors, c'est possible, mais en fait, il y a beaucoup trop d'affect avec les gens parce que c'est pour beaucoup le tigre de Sibérie, c'est leur premier coaster. En fait, ils veulent pas qu'on l'enlève. Donc, on l'enlèvera pas. Bah, un c'est peu vrai ça qui qu'il marche est plutôt bien. accessible aux Non, enfants en Mais plus. on va le rénover. Plutôt rajouter peut-être des détails, ne serait-ce qu'en gare, peut-être des sujets pendant son parcours, des décors. Si on le fait, on va pas forcément changer la thématisation, tout ça. Par contre, on va faire des files d'attente un peu différentes avec des portillons, ce genre de choses. On va rénover électriquement, automatisme. C'est vrai que ouais, il y a on de travaille quoi- un peu en fond. Il y a de quoi optimiser parce que c'est vrai qu'au niveau du placement, c'est-à-dire qu'on remonte le quai, les gens des fois sont Oui, pas forcément très jusqu'au poste de organisés. l'opérateur qui ouvre la porte Ouais. En 89 ou 90, quand le tigre a été Ouais. installé, c'était très bien. Hmm. Aujourd'hui, on commence à dire, bah ouais, quand il y a 30 minutes d'attente pour le tigre de Sibérie, 45 minutes, 1 heure. Ce matin, il y a eu 1 heure d'attente au tigre de Sibérie. D'accord. La Ok, vache. qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on se dit que là, on est peut-être à la limite de la capacité de l'attraction. Donc autant qu'on travaille, est-ce qu'on peut réussir à placer les gens un peu plus rapidement pour gagner tous ces temps de chargement, C'est ça. déchargement? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le tigre de Sibérie, donc c'est le seul coaster de ce type construit par Reverchon en 1990. On se demande pourquoi.
Cependant, le train ressemble étrangement au Mark 1200 de chez Vekoma, donc ce sont 7 véhicules de 4 places. Voilà. Mais qui sont vachement enfoncés dans le rail, Oui. qui est beaucoup plus large. Et puis on va dire que c'est le seul animal exploité du parc, hein, parce que C'est tout à fait. C'est ça. il enchaîne hein, non-stop. Hein. Alors nous, on a aussi les Bambis. Ah. Les Bambis, c'est alors, la forêt enchantée là-bas tout au fond. Ouais. C'est des petits fans, des petits Ah oui, Bambis. qu'on se Ah moche, oui. ouais, Donc ok. malheureusement lui aussi. C'est des faux. Et heureusement. c'est pas le seul coaster Everchamp soudé. Hein. Alors peut-être soudé, je sais pas, mais il y Non, a mais de à ce Pirates modèle-là. Park. Il y a un équivalent à Pirates Park à Gruissant. Il D'accord. y a un coaster Reverchon un peu dans le même style, avec les rails comme ça. Qui est Intéressant. beaucoup plus récent, qui date de 2000. J'étais en stage à Gruissant à cette époque-là, donc je l'ai vu à la construction, donc ça doit dater de 2000. Les années 2000, ça vendait encore soqué. Incroyable. Non, c'est c'est Reverchon, Reverchon. C'est Reverchon, Reverchon, mais, pardon, non, mais Reverchon, Reverchon ouais. surfait sur le succès de son Crazy Mouse. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc on est en rénovation un petit peu par-ci par-là, et puis voilà, l'idée c'est de. Il y a des endroits, oui, forcément, comme tout parc, il y a des endroits qui sont un peu à la traîne. Mhm. Donc l'idée c'est un petit peu de travailler sur ça voilà, de façon sporadique pour apporter, voilà, que ce soit toujours au même niveau. Alors justement, là on parle de ce qui va se passer dans l'avenir. Arnaud Bennett, qui a été la figure de proue du parc, puisque Arnaud est également le président du Snellac, envisage éventuellement d'un petit peu lâcher la bride. Qu'est-ce qui va se passer Là, pour l'avenir du PAL, Arnaud a annoncé officiellement qu'il allait prendre sa retraite, Ouais. on va dire, ou plus loin se retirer Est-ce de qu'il la a vie vraiment active du envie- PAL, il a parce vraiment, que je dirais pas que c'est ouais. prendre la retraite, Ouais. c'est plutôt se retirer de la vie active. Et avec sa femme Florence, qui est la propriétaire du parc, ils avaient la vocation de garder le parc dans la famille. Et donc, c'est les enfants de D'accord. Arnaud et Florence qui devraient reprendre la suite d'ici 1 an et demi, 2 ans. Sous quel format, on le connaît pas, mais en tout cas, voilà, l'avenir, en tout cas, reste dans la famille. Et même si je pense qu'il y a des offres qui ont été faites peut-être de grands groupes, en tout cas, c'est l'objectif, c'est bien de garder famille et de garder cet ADN-là qui fait que, on peut facilement faire des choses, voilà. Et avec, voilà, les enfants beaucoup sont passionnés, adorent le parc, ont déjà, à mon avis, je pense, une idée bien précise de où ils veulent amener le parc. Donc on espère que ça va être chouette. D'accord, parce que le parc, la fréquentation 2023, est-ce que tu peux me rappeler le chiffre 754 000 visiteurs. Donc voilà, on marche tranquillement vers le million de visiteurs. Donc on joue, le parc joue dans On la est dans cour des grands l'allié, depuis hein. longtemps. Hein. On- Mais c'est on ça, reste dans la c'est là qu'est le Et défi. c'est pas forcément C'est là la- qu'est le défi. Et puis ça se voit de toute façon dans vos stratégies que c'est pas forcément le but de faire la course au plus grand nombre de visiteurs, c'est aussi de proposer une attraction qui va englober et rendre l'expérience différente peut-être de certains autres parcs. C'est ça. De toute façon, objectif de développement d'un parc, c'est proposer d'allonger le séjour et de Mhm. proposer un séjour aussi un petit peu différent. C'est pour ça que nous, on a aujourd'hui 2 hôtels. On a des lodges et un hôtel. Donc des lodges qui proposent 150 places à peu près par nuit et l'hôtel qui propose à peu près 300 places. Ça, c'est un moyen, déjà, pour nous d'aller chercher des visiteurs plus loin. Mhm. Donc en fait, ouais, c'est bien beau de rajouter des attractions, mais en fait, il faut aussi leur proposer une expérience différente. Donc aujourd'hui, on va chercher des gens en Suisse, beaucoup, grâce à des hôtels. Donc ça, c'est aussi des axes. Donc on pense axe de développement, mais c'est pas toujours attraction. C'est aussi à côté. Et puis pour la partie animalière, parce qu'il faut pas on parle beaucoup Faut pas la attraction, parce qu'on négliger, est surtout qu'il y a quand même depuis quelques années maintenant une espèce de réaction épidermique face au parc animalier. Oui, après, nous, on passe plutôt sous les radars dans le sens où on est un petit peu loin des grandes villes. Mhm. Et puis qu'on a aussi un gros travail aussi avec la fondation Le Pal Nature. On a des enclos qu'on essaye de faire les plus grands possibles par rapport aux animaux. Donc on a toute une démarche qui fait qu'on est voilà, pour l'instant plutôt reconnu et donc on passe un peu sous les radars par rapport à ça. Après, voilà, on fait très attention. Et donc là, l'objectif, nous, sur la partie animalière, c'est à chaque fois de, embellir les présentations, 2, agrandir au maximum les enclos et tout ce qui est présentation animalière, et puis de travailler aussi sur tout ce qui est loge intérieure, tout ce qui n'est pas forcément visible du public, et pour faire en sorte que les animaux soient au mieux par rapport à leur métabolisme, à tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, par exemple, on prend souvent l'exemple de la girafferie, Mhm. qui est une des meilleures girafferie d'Europe, peut-être du monde, je sais pas. Elle a été dessinée par les soigneurs avec leur accord. Donc leurs conditions de travail pour les soigneurs est top. Pour les animaux, c'est génial.
c'est super adapté. Et en fait, sur cet aspect-là, on va dire, c'est pas qu'on regarde pas à la dépense, mais en tout cas, c'est pas un sujet sur lequel on rogne, Donc- parce que c'est essentiel et pour notre métier. Et c'est pour ça que le milieu des parcs zoologiques est vraiment tout le temps en perpétuelle évolution pour aller dans ce sens-là, qui est normal. Et voilà, faire en sorte que Alors, Ça je veut vais- dire je que vais- les je- girafes ont mis 5 étoiles sur TripAdvisor. Oui, oui. les girafes sont pas trop mal. Ouais. Oui, mais alors du coup, est-ce que alors on va faire un petit peu côté un peu rentre dedans, enfin pas agressif non plus. Est-ce que vous avez des réactions de visiteurs que quand tu te promènes dans les allées, est-ce qu'il y a des gens qui seraient opposés? Alors, Déjà, ils viendraient pas ici. Ils viendraient pas ici, plutôt je sais. devant manifester. mais tu voilà. vois. Alors, on n'a pas. On a de temps en temps un ou deux parents qui peuvent un peu. Mais c'est clairement, ils viennent pas ici en effet. Derrière, on a quelques interrogations. Et en fait, on a les deux interrogations. On a des gens qui disent les enclos sont trop grands, on voit pas les animaux. Donc ça, clairement, nous on dit bah oui, mais c'est notre, Faudrait savoir. non mais ça c'est notre Oui, mais c'est philosophie, vrai. Ouais, de dire ok, de ouais, nous de ouais. présenter des enclos qui sont verdoyants où il y a beaucoup de choses et en fait c'est pas, vous n'allez pas voir forcément l'animal tout de suite devant votre vitre. Par contre, restez là 20 minutes et vous le verrez peut-être sortir. Et c'est ça. Donc ça, on n'en délogera jamais. Et donc là, l'objectif, c'est en effet à chaque fois de. d'où alors voilà, prolongez votre séjour, prenez la nuit à C'est ça. l'hôtel. Oui, bon après, Voilà, c'est pas mais- forcément dans une démarche mercantile non, mais plus. Avec la visite guidée nocturne que vous avez pu faire. Ouais, c'est ça on l'a Ou, fait, c'est vrai que c'était avec pas plein mal. de choses. Donc voilà. Donc en effet, c'est un peu cette stratégie-là. Mhm. C'est améliorer les enclos, présenter des animaux aussi avec forcément le pendant sur la conservation, puisque ici on a des animaux qui sont nés en captivité, élevés en captivité, donc qui ne sont pas amenés À repartir dans revenir la- au ça, milieu c'est naturel, bien impossible. sûr, oui, oui. Par contre, à côté, on arrive par la présentation d'animaux en public à faire passer un message et à dire ok, le lynx que tu vois là, sache en fait qu'il y a des lynx en France et on soutient des associations Qui financièrement protège les lynx à qui l'état a la sauvage. fondation Ouais. qui Mhm. protège les lynx à l'état sauvage. Donc c'est aussi cet apport d'argent du parc à la fondation, au fait qu'il y ait des attractions, qu'il y ait des animaux, que ça, que les gens viennent, qui permet aussi de soutenir. Donc ce message pédagogique, on le maintiendra de toute façon. Et typiquement, ce qui était très, très intéressant chez nous, c'est qu'on a 80% des visiteurs qui viennent et pour les attractions et pour les animaux. Est-ce qu'il y a un pourcentage au sein de ce pourcentage? Des gens qui disent moi je viens 80% Et pour les ça, attractions. c'est le complément. Ouais, ouais. Alors, j'ai plus en tête, mais des mémoires, c'est Ouais. peut-être 15% qui viennent que pour les attractions et 5% qui viennent que pour les animaux. D'accord. Ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendraient pas forcément au parc zoologique, Mhm. et qui viennent au parc d'attractions et qui, au détour entre deux attractions, vont aller voir les animaux. Et donc, c'est des considère gens- que la visite aux animaux est une des attractions proposées par le parc C'est ça. d'attractions Et en surtout, fait. pour eux, c'est des gens qui ne seraient pas forcément allés au parc. Et donc là, on arrive à les avoir et à leur apprendre un minimum et à leur parler de conservation, de dire que voilà, des choses sur la nature, quoi. Eh bien, en tout cas, on a remarqué qu'il y avait une tendance aussi dans les parcs qui étaient de base un peu plus zoologiques que parcs d'attractions, qui se spécialisent plus sur le côté attraction du fait que ça devient parfois un peu problématique d'avoir des Les animaux. Américains, oui. Comment Oui, non, mais ça se passe les aussi en parcs à gros France. poissons, oui. Ça se passe en France Oui. aussi, notamment à Bellward. Ils axent Oui. un peu plus maintenant des nouveautés Attention, sur. Bellward, C'est en Belgique. Oui, non, mais bien sûr, mais Oui, on c'est à comprend. côté de la Mais je frontière. parle des d'accord. parcs qui mélangent un petit peu le parc, le zoo et les attractions. Est-ce que vous, cette tendance-là, vous vous inscrivez dans on développe autant l'un que l'autre, ou alors on garde nos animaux tels quels, on essaye de les réduire parce qu'on n'aura pas trop le choix? Aujourd'hui, on cherche pas à réduire le nombre d'animaux présentés. L'objectif, c'est de plutôt stabiliser. On va dire, on va pas prendre en fait des espèces pour prendre des espèces. On va faire de la permutation d'espèces. Par exemple, on s'est séparé de nos panthères des neiges, qui sont partis vers Perpignan pour mettre des panthères nébuleuses qui sont intéressantes en termes de conservation. On va essayer de s'inscrire dans un programme de De conservation rotation et sur d'échange les avec lynx. d'autres sites, c'est ça? Sur les lynx. Mhm. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit. Par contre, l'idée c'est plutôt de stabiliser, plutôt que de dire on va devenir le plus grand zoo du monde, c'est pas l'objectif. Et puis, Et il y a un dernier détail quand même qui est important et qu'on essaie aussi de proposer différemment, c'est on parlait tout à l'heure de végétation, tout ça. On aimerait et on a candidaté, alors c'est un projet en cours, pour devenir jardin remarquable. C'est-à-dire que les équipes Espace Vert ici ont un travail énorme. C'est une des plus grosses équipes du parc, ils sont plus de 20 personnes. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est la superficie totale du parc 50 accessible aux visiteurs? 50 50 hectares. hectares, c'est assez hectares. massif. Hein. C'est énorme. C'est grand. Mhm.
Je suis content d'avoir un vélo de fonction. Oui, tu m'étonnes. Et donc du coup, les espaces verts ont fait un inventaire de tous les arbres qu'on a sur le parc. De dire par exemple, on a, je sais pas, un chêne à tel endroit qui est exceptionnel, qu'il faut conserver. On le voit, puis, certains arbres ont des petits et voilà, vous avez des petits panneaux des maintenant. petits panneaux Et maintenant. donc ouais, l'objectif après, c'est d'avoir ce label de jardin remarquable pour attirer un nouveau public. ouais. Mhm. Leur dire que vous pouvez venir ici en faisant quelques attractions, aller voir quelques animaux et aussi en vous baladant avec peut-être pourquoi pas des visites guidées qui vont vous expliquer comment on gère nos espaces verts, les arbres, comment ils font face à je sais pas, à la sécheresse, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en train d'évoluer aussi pour avoir une autre corde à notre arc et peut-être, je sais pas, attirer des gens qui ne seraient jamais venus, des EHPAD, des personnes âgées qui vont peut-être plutôt dire tiens, non, moi, je vais pas faire des manèges. Par contre, me balader dans un parc et qu'on m'explique les arbres, en fait ça va m'intéresser. Nous, c'est pour ça qu'on a amené Jean-Marc justement. Tout à fait. On le fait sortir un petit peu. Oui, c'est gentil, mais sinon je finis par sentir la naphtaline. Alors évidemment, voilà. Donc ça c'est un peu les directions globales, voilà. Sachant qu'après pour la partie développement attraction, aujourd'hui on sait ce qu'on fait en 2025, on ne sait pas ce qu'on fait au-delà. Parce qu'on ne fait pas trop de master plan, c'est compliqué de faire un master plan. Il y a encore il y a la période de transition de toute façon qui oui, va arriver. la passation de pouvoir. Et est-ce que le parc, le site dispose aussi de beaucoup de zones d'expansion autour Oui, on a alors des zones d'expansion autour. L'objectif c'est plutôt de densifier. D'accord. De garder les arbres au maximum, de garder la verdure parce que c'est vraiment notre marque de fabrique, mais de densifier, d'essayer de mettre des attractions plutôt au centre du parc parce que quand on commence à dire, tout à l'heure Puissance Park était à l'autre bout du parc, le temps que vous arriviez. Oui, non mais en fait voilà, quand on est au Yukon Quad, le temps de revenir à Fjord. Alors il faut de bonnes chaussures si vous venez. Bonnes chaussures. Moi en vélo je fais des montées, des descentes toute la journée. Ouais. Donc en fait si on se dit déjà que nous en vélo c'est compliqué, alors si en plus à pied ça rend la visite pas très agréable. Donc on va essayer plutôt de densifier les attractions dans certaines zones et d'essayer d'avoir mais en gardant le maximum de verdure. Donc c'est un mix un peu complexe. Et comment tu vois l'avenir pour le parc? Alors ça, il y aura cette période de transition, mais vers quel type d'attraction vous souhaitez vous tourner, c'est-à-dire plutôt dans le style justement de Fjord Explorer, c'est-à-dire file d'attente immersive, peut-être quelque chose qui permet à toute la famille de vivre quelque chose, ou alors quelque chose de plus intense, ou alors plus comme du Champy-Follies qui est, on va dire, c'est un dark ride interactif qui est très très compact, mais est-ce que vous avez cette expérience-là? Est-ce que vous allez faire quelque chose de peut-être plus consistant, plus complet en dark ride, avec peut-être de la thématisation, voire créer des histoires et des personnages? J'en ai absolument aucune idée. Aucune idée, vraiment. Ah oui, il y a zéro master plan. Non, en fait, non, c'est pas non, mais ça. il y a peut-être, mais il n'a pas le droit de nous dire. Oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Déjà, ouais. on parle de personnages. Non, mais Déjà, attends, on a déjà eu une news. On a appris qu'il va y avoir un nouveau monorail. Ah oui, ça c'est quand même une nouveauté. Exclusif. Excuse-moi, c'est une nouveauté. Oui, c'est Et puis, exclusif, oui. et puis évidemment, ce sera quoi ton implication dans ces futurs développements En fait, aussi? donc l'avenir est pour l'instant flou parce que il y a cette période de transition. Derrière, avec les enfants qui devraient reprendre, les enfants d'Arnaud et Florence qui devraient reprendre, où on échange régulièrement. Donc on a des idées. Moi, je sais ce qui me plaît moi en tant que visiteur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce vers quoi on se dirige, c'est forcément la famille. Notre cible, c'est la famille. Sûr. Donc on va forcément tourner autour de ça. On va pas aller mettre un RMC de 60 mètres de haut. Voilà. Oh. Ah voilà, t'es déçu, mais au moins, comme ça, il n'y aura pas de rumeur imbécile. En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, c'est pas l'objectif. Pour l'instant, c'est plutôt de dire, ok, on a une famille, il faut qu'on la contente. De l'enfant qui fait moins d'un mètre, à l'enfant de 10 ans, à l'enfant de 14 ans, à la famille. Donc c'est ça l'objectif, donc de tourner autour de ça. Donc ça peut être des petites attractions, petites zones, on sait pas. Dark Ride, peut-être, je sais pas, est-ce que c'est très adapté à des parcs plein air comme nous? Les gens, quand ils sont ici, ils aiment bien aller à l'extérieur, aller s'enfermer. Oui, c'est sûr, mais après, c'est à la peut-être limite, quelques gouttes de pluie les gêneraient pas. Donc, oui, c'est ça. J'ai envie de dire, dans un contexte où peut-être vous avez envie de tester des nouvelles choses aussi de votre côté en interne. Oui, mais ça, il va pas nous le dire. Oui. De toute façon, donc, sur la question de. Enfin, c'est qu'on sait pas, en fait, clairement. Hein. Moi, je sais pas. Je sais ce qui me plaît. Dis-le-moi, regarde-moi dans les yeux. Pas dire. Et je sais que voilà, ça peut être des directions. Par contre, on veut garder ce qui marche. Oui. Par exemple, les files d'attente comme ça, ok, ça marche. On sait que le prochain gros coaster, sans doute qu'il y aura une file d'attente, un pré-show, je sais pas. Ça, j'aimerais bien qu'on le garde.
Et puis on capitalise sur ce qui marche bien pour aller plus haut. Mais Là, voilà. je fais juste une petite parenthèse pour revenir à Fjord Explorer. On est à quelques semaines maintenant de l'ouverture, la machine tourne. Est-ce que vous êtes content de la capacité horaire? Est-ce que vous arrivez à respecter les objectifs que vous vous êtes fixés? Et est-ce que les visiteurs sont contents? Alors les objectifs de cadence horaire, nous on se donne pas spécialement d'objectifs de cadence horaire. Je préfère parfois que les bateaux partent un petit peu en retard, mais que les gens aient toutes les informations pour que le voyage se passe bien, que les opérateurs aient bien travaillé et eu le temps de faire leur travail, plutôt qu'ils courent après le chiffre. Ça, c'est plutôt la philosophie ici. Par contre, on leur demande quand même un minimum, parce que sinon, voilà, c'est un peu compliqué en forte fréquentation. Donc, on arrive aux cadences théoriques. Voilà. Par contre, sur le papier, c'est-à-dire que dès lors que vous avez des visiteurs... Il est donné à combien En théorie, 850. $850. Voilà. Et là, ok. ça tournait à plus de 500. Là, aujourd'hui, à 500. 500 sur une journée moyenne d'affluence. Et sur des journées fortes, on est monté à 700, 750 sans problème. D'accord. Là, on était à 5 bateaux aujourd'hui. On peut monter à 6, ça aide beaucoup. Comme ça, il n'y a jamais une attente de bateau. Là, des fois, ils arrivent à attendre le bateau. Sachant que quand ils sont très bons, on attend même le 7e bateau qui n'existe pas, mais des fois, ils attendent le bateau qui n'est pas là. Donc, des fois, on ne peut pas rajouter un bateau. Le truc, c'est que admettons, si on avait un 7e bateau, dès que vous avez un pépin d'embarquement, un visiteur qui va mettre un peu plus de temps ou qui va hésiter, un enfant qui va avoir peur, bah là derrière vous avez un bouchon. Ça crée ce qu'on appelle une cascade, c'est-à-dire trop de véhicules qui attendent derrière. On l'a, la ça cascade, bloque on tout l'a le souvent à système. Champy-Folies. Il suffit qu'on ait quelqu'un qui a un peu du mal à embarquer ou autre. Bah derrière, on va avoir 3 véhicules qui vont attendre. Et puis du coup, il y en a qui tirent sur leur écran alors qu'ils sont pas tout à fait en face de l'écran. Donc ça, et puis derrière, ils mettent un petit moment à s'en avoir. Ouais, Donc voilà. ça se réguler. Hein. Donc non, ça marche plutôt bien. Et par contre, les visiteurs sont enchantés. Ils sortent avec le sourire, avec en disant ouais, c'était génial, c'était. Alors le commentaire, et tout le monde dira, c'est ok, c'est court. Oui, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre un peu de musique dans le canal. J'ai envie de dire, comme tous les water coasters. Alors, Oui, à mais part en même temps, moi, je trouve qu'il est très très long. Non, moi je trouve qu'il y a un bon équilibre. Le circuit est plus coaster que water, à la limite, à l'opposé de vos amis de Dolencourt, où c'est plus water que coaster. Et là, je trouve le circuit vraiment équilibré, très agréable et très fun. C'est fun, oui. Sans flagornerie. Hein. Non, c'est fun. Et puis même le dernier élément, là où on est penché au-dessus du vide, avant de replonger dans la cabane, là où on prend la photo. Moi, la première fois que je l'ai fait, on a fait partie des premiers à monter dedans. Ça m'a fait quand même de l'effet. Alors que sur le papier, un water coaster, moi, ça me fait pas rêver. Et bah pour le sens, celui-là, il est vraiment cool. Non, c'est assez unique comme figure sur un water, justement. Ok, il y a des hélix, des virages, tout ça. Puis, mais là, cette espèce de bosse complètement inclinée, c'est vrai que. Un peu c'est façon assez... horseshoe. Oui, c'est ça, c'est assez On sympathique. va regarder comment vont arriver les prochains. Mais à mon avis, et puis en plus, on vient de voir les copains de Parc Actu dans la file, donc ils vont embarquer. Bah, et voilà. Donc on a une grande zone de splash aussi. Enfin voilà, on a essayé de faire. C'est vraiment fun cette zone et voilà, on passe d'une zone qui était un petit peu lente, endormie, à une zone vraiment dynamique. Super dynamique. Tu disais que tout à l'heure le carrousel, il avait jamais vu autant de monde. Ah, le carrousel, les chevaux, ils doivent pas savoir ce qui se passe. Hein. Ils ont jamais vu autant de monde. On les a sécurisés. Maintenant, on a des portillons. On espère que les équipes des peintures sont équipées pour repeindre. Il va falloir, oui. L'usure qui se crée. On verra, est-ce qu'ils sont contents eux? Ça va, ouais, ils font un peu la gueule, ils ont été un petit peu mouillés. Et puis du coup, qu'on a rajouté un restaurant, ça dynamise la zone à fond. Et puis là, il y a tout le temps du monde et on fait des. Voilà, c'est très très. Eh bien super, merci infiniment Thibaut de nous avoir reçus dans ces conditions exceptionnelles, parce que c'est rare qu'on puisse avoir un décor, un cadre génial comme ça pour réaliser une interview. On apprécie. Le fond vert est très très bien, ouais. C'est vrai qu'il est assez quali. En tout cas, merci pour l'accueil, merci pour la visite, c'était vraiment passionnant. Avec grand plaisir. Et intéressant de parler avec toi. Valentin, tu veux faire les bails ? Oui, bien sûr. Alors, pour Puissance Park, pour nous permettre de faire d'autres interviews de ce type, n'hésitez pas à aller sur notre site internet puissancepark.fr pour acheter des goodies, nous faire des dons. Tous les liens sont sur la page. Alors les dons, c'est pas obligatoire, mais non, c'est évidemment, pas mal. Mais ça nous permet justement d'investir dans ce matériel et puis de faire les déplacements aussi, évidemment. Et puis retrouvez tous nos épisodes, partagez aussi le contenu si ça vous intéresse ou si vous estimez que ça intéresse des amis à vous qui deviennent des parcs fans. Nous on serait très honorés justement que vous fassiez ça. Et puis une fois de plus, merci Thibaut, bon courage pour la suite, pour les développements futurs, et puis félicitations pour justement cette nouveauté. Je reviendrai pour les futures nouveautés comme là. Ah non, je peux pas dire. Non, comme le monorail, on reviendra pour le monorail. On attend le gros événement avec feu d'artifice, champagne, etc. Surtout avec la partie de track qui sera en chute libre. Et oui, voilà. Allez, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.